campus toute une zone industrielle pour favoriser le contact direct entre l'université qui est Waterloo et les entreprises. Maintenant, quels sont les prérequis? Au niveau de l'entreprise, il faut que si le capital humain devient le déterminant de la compétitivité des entreprises, il faut que le responsable ressources humaines soit à la tête de l'organisation. Parce qu'il fut un temps, si on étudie toujours en Amérique, le développement des entreprises, il fut un temps où l'ingénieur était le roi. Parce que les problèmes technologiques étaient complexes à acquérir. Et puis, avec les communications, les financiers deviennent des champions. On cherche à la tête des organisations des financiers. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les hommes de marketing qui deviennent. Aujourd'hui, je dis, il faut que les ressources humaines soient à la tête de l'organisation. Parce que ce sont eux qui vont développer le capital humain de l'entreprise, qui est l'outil principal de compétitivité. Et je crois que, quand je vois que dans certaines grandes entreprises, le directeur des ressources humaines dans grandes entreprises, il dépend d'un secrétaire général. Moi, honnêtement, je dis que, vous savez qu'on achète des entreprises pour avoir le capital humain de cette entreprise. Et je peux vous donner des exemples. Ok? C'est mieux que de donner mon discours à Salé pour le dire. Parce que ça me passionne. C'est vrai. Je dis qu'il faut donner, je ne dis pas qu'il faut que le capital humain devienne le principal outil de compétitivité de l'entreprise. Il faut que l'entreprise investisse dans le développement de son capital humain. Quelles sont les conditions de succès? Je vois que l'INIT et les écoles de commerce est rassurant pour moi, puisque ces institutions ont la flexibilité d'offrir des programmes, d'arrêter des programmes, parce que ça c'est très important. Il faut que l'université soit au diapason. En Amérique, ce que je puisse de mon expérience américaine, en Amérique, chaque université a ce qu'on appelle le career office. Parce que l'université, sa fierté, c'est le placement de ses sortants dans des postes clés. Et le career office, c'est l'observatoire de l'emploi. Et ce career office joue un rôle très important pour savoir quelle filière introduire et quelle filière arrêter. Quand je m'occupais du programme USA, j'étais à MIT. Ils m'ont dit, pour les 2 années à venir, pas de maîtrise en génie électrique. Le marché est inondé. Pour 2 ans, on va revoir la situation. Donc il nous faut, au sein de nos institutions, avoir vraiment un observatoire du marché de l'emploi. Deuxièmement, il faut avoir la flexibilité d'introduire ou de supprimer des programmes. Troisièmement, il faut qu'il y ait un système d'accréditation des programmes par des organismes indépendants. Là où les professionnels viennent dire oui ou non, ce programme est bon ou pas, qu'est-ce qu'il faut lui ajouter. L'accréditation est très importante. D'accord? Voilà un peu les contrats de recherche, on est parlé. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette aux institutions universitaires de prendre des contrats de recherche et collaborer avec les entreprises. Voilà un peu ce que je pense au niveau du partenariat entreprise-université. Maintenant, on m'a demandé de parler du MBA. Comme j'ai dit, le MBA, c'est un programme, ce qu'on appelle mid-carrière, au milieu de carrière. Je parle de notre programme d'MBA, c'est un programme, 50% sont des ingénieurs qui viennent pour devenir des dirigeants, des développeurs d'entreprises.
ok? Certains sont sponsorisés par leur employeur, d'autres quittent leur emploi et viennent investir pour de nouveaux horizons professionnels. Je vais vous présenter très brièvement qu'est-ce que je veux dire par développeur. Un MBA généralement se bâtit sur au moins 3 à 4 années d'expérience. Le minimum, c'est 2 ans d'expérience professionnelle. Et puis, qu'est-ce qu'on essaie de développer? Les principales compétences, premièrement, et surtout, ce qu'on appelle des compétences soft. Le leadership, teamwork, travail en groupe, la communication, comment communiquer, tout ce qui est relatif au soft. Puis, les outils d'analyse, c'est-à-dire tout ce qui est statistique, tout ce qui est économie. Puis, on a des fonctions de l'entreprise et enfin, l'aspect stratégique. Comment on choisit un MBA mieux que l'autre? Généralement, c'est un programme très standardisé. S'il y a un programme qui est mondialement reconnu, c'est le MBA. En Chine, maintenant, ils ont plus de 300 MBA. On choisit, premièrement, vous savez, les grands, Harvard, Stanford, London Business School, mais tout programme qui se respecte, il est accrédité. Je reviens à l'accréditation. Il est validé par un organisme professionnel et nous sommes fiers à l'MSB d'être la 5e en Afrique d'être accrédité. Je ne fais pas de la publicité. Deuxièmement, la qualité du corps professionnel. Troisièmement, la qualité des participants, parce que l'MBA permet beaucoup de networking parmi les participants. Quatrièmement, la qualité des infrastructures, bien sûr le coût. Si vous cherchez l'étiquette, vous allez avoir ces $100 000 de frais de scolarité, mais si vous cherchez la qualité, c'est autre chose. Okay? Et enfin, le MBA, il doit s'inscrire dans le plan de carrière de l'individu. On n'envoie pas quelqu'un d'entreprise. Généralement, moi j'ai des entreprises qui m'envoient leur cadre. Ils nous disent, vous allez faire le MBA à l'MSB. Quand vous revenez, voici votre projet. Voilà ce que vous allez faire. Ou bien il y a des gens qui quittent leur emploi, qui investissent. Je te dis, moi je veux un nouveau horizon. Donc c'est son plan de carrière personnel. Et je ne peux pas vous encourager davantage de revenir toujours au banc de l'école. Je m'adresse à vous tous jeunes et je suis fier de voir que dans mon MBA, j'ai des gens qui ont 55 ans d'âge, qui reviennent, qui sont complexes et sont très contents. Je vous remercie. Et heureusement que vous avez trouvé une partie de votre voix, parce que même si je suis disposé à lire le discours, je n'aurais pas incarné de la façon motivée. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les étudiants? Donc ce que je retiens de votre intervention, c'est Mahmoud, c'est le contexte de globalisation et de nouvelles technologies qui nous impose tous de toute façon à bouger, à décloisonner donc le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise, à s'ouvrir l'un vers l'autre et à lier des alliances. On parle beaucoup d'alliances dans le monde de l'entreprise, mais c'est aussi intéressant de faire des alliances entre l'enseignement et les entreprises pour que ça soit un contrat et un partenariat dans la durée. Pour que l'université aussi, vous avez parlé de Tour d'Ivoire, heureusement que c'était il y a quelques temps, devienne cette industrie du service au service des entreprises pour former les cadres et les compétences de demain et qu'elle intègre de plus en plus de flexibilité dans ses programmes, dans sa démarche pour s'adapter à ce monde. J'ai bien aimé aussi le fait que vous mettiez les ressources humaines en avant pour les rapprocher le plus. Ah, si vous êtes, je pense que d'accord.
Tout à fait. Donc, pour que les ressources humaines reprennent un peu le lead, puisque on l'a dit à beaucoup de reprises depuis ce matin, finalement la seule limite tangible qui est déjà là et qui nous freinera, c'est le capital humain. Vous avez aussi parlé de Career Office ou Observatoire de l'emploi comme étant un organisme pratique au sein des universités et des écoles qui peut veiller à cette flexibilité, être à l'écoute du marché et s'ajuster. En réel, en tout cas, cet observatoire pourra répondre à des besoins spécifiques, les arrêter, mettre en veilleuse certains programmes pour les réactiver par la suite. Vous avez parlé aussi de l'exemple américain d'implantation autour des campus ou même carrément dans le campus pour favoriser ce lien-là. Il me semble qu'en Tunisie, il y a des tests autour de ça avec les pôles compétitivité, je pense, ou les technopoles, voilà, qui commencent à prendre son essor aussi. Et pour finir, donc, je note le point sur revenir sur le monde d'école. Je l'ai fait moi-même après une dizaine d'années de travail. C'est pas un MBA de la MSB, j'en suis désolé, nul n'est parfait, mais c'était un master spécialisé reçu. Donc je peux vous témoigner de l'intérêt de revenir sur le monde d'école. C'est un peu dur au début de s'asseoir 8 heures d'affilée à écouter quelqu'un, parce qu'on a perdu l'habitude, mais au bout d'un moment, ça permet de consolider les quelques acquis qu'on a obtenus après X années d'expérience professionnelle et de l'acquérir de nouveau, et surtout d'aller de l'avant et de conquérir d'autres cibles. Voilà, merci encore Mahmoud. Je cède la parole à Sylvie Sembel, DRH tunisienne, qui nous parlera de l'approche tunisienne en termes de recrutement. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Je souhaite tout d'abord vous remercier pour votre présence, remercier l'ensemble des intervenants pour la richesse de leur intervention. Donc, et bien sûr, remercier notre partenaire fidèle, la TUJ, pour cette occasion, dans laquelle on va vous montrer le rôle des stagiaires dans le développement de Tunisiana. Donc, la méthodologie de traitement d'un stagiaire, son rôle dans le développement et la croissance de l'activité de Tunisiana. Donc, durant cette présentation live, on va voir notre historique, notre partenariat avec les différentes écoles, la démarche de sélection des stagiaires, les avantages et quelques statistiques. Alors, durant ce slide, on va vous exposer quelques chiffres clés qui vont vous montrer déjà l'importance accordée aux stagiaires par Tunisiana. Donc, depuis 2003, la création de Tunisiana, notre fréquence d'intégration des stagiaires, c'est aux alentours de 300 stagiaires par an. Durant 2008, 2009 et pour la fin 2010, on a intégré plus ou moins 500 stagiaires par an, sur un effectif global de 1650 salariés. Donc, le nombre de stagiaires intégrés dans la société par an est équivalent à presque 40% de l'effectif total de Tunisiana. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont déjà un rôle très important dans le développement de l'activité de notre entreprise. Donc, cette intégration des stagiaires, bien sûr, elle se fait à travers des conventions et des partenariats avec des écoles. Donc, depuis l'ouverture de Tunisiana et à ce jour, nous avons accordé 61 partenariats avec les différentes écoles et facultés. Donc, nous avons renouvelé au cours du premier semestre 2015, notamment avec l'INSAT, avec l'ELIT déjà, avec l'école Subcom et avec les aides de misère et avec les HEC de Sousse. Donc, aujourd'hui, le nom du Tunisiana, elle est très bien connue au niveau des écoles et au niveau des universités tunisiennes. Donc, la démarche de sélection des stagiaires. Donc, tout d'abord, un stagiaire est considéré comme un nouveau employé, un nouveau embauché chez Tunisiana. Donc, on doit tout d'abord créer le besoin, un offre de stage, sur lequel, on l'affiche sur notre circuit, Internet et intranet, et à travers lequel, on commence à collecter des demandes de stage. Donc, la réception des demandes de stage, elle se fait par une équipe qui travaille à DRH, spécialisée dans le traitement des demandes de stage. Donc, on a les ingénieurs, on a les techniciens, on a les stages ouvriers, on a les maîtrisards de différentes catégories. Donc, une première sélection se fait à travers les dossiers. Donc, on va regarder si le dossier il respecte bien la demande de stage, oui ou non. Donc, on va prendre la partie qui correspond à notre demande. Donc, il sera un entretien
en coordination avec le manager et les DRH, donc se fait pour chaque stagiaire pour qu'on accepte donc son intégration chez Tunisiana. Donc elle se fait exactement comme c'est un recrutement externe. Donc recherche et présélection des dossiers, donc effectuer les entretiens avec des stages présélectionnés. Et la dernière étape, donc c'est la préparation des fiches de validation de stage pour les stagiaires retenus. On envoie des emails de recueil. Donc pour ceux qui n'étaient pas retenus suite à un correspondance de leur profil par rapport aux demandes de stage donc affichées. Donc comme je dis qu'un stagiaire est considéré comme un employé donc normal chez Tunisiana, donc on a mis en place une politique salariale pour les stagiaires que je la considère très intéressante et très motivante. Donc pour chaque stagiaire chez Tunisiana, on lui accorde une indemnité qui varie entre 130 dinars et 250 dinars donc par mois, versée à la fin de la durée de stage. Donc cette indemnité elle varie donc selon le taux d'évaluation du stagiaire, parce que donc durant la période d'intégration du stagiaire, donc on a un processus d'évaluation donc en collaboration avec le manager et le DRH et l'encadreur de stagiaire, donc pour évaluer le niveau de performance du stagiaire. Donc on tient en compte la valeur ajoutée accordée à l'entreprise, donc son respect par rapport au règlement interne, donc sa compétence technique, sa compétence managériale. Donc à travers toutes ces hypothèses, on lui accorde une note. Donc cette note, elle est tenue en considération par rapport à son indemnité. On lui accorde déjà, donc, comme les employés de Tunisiana, donc 100 dinars de tickets restaurant par mois, donc une ligne téléphonique comme chaque employé de Tunisiana. Donc l'output de tout ça, c'est d'avoir un vivier donc, de personnel qui peuvent être intégrés à Tunisiana en tant que salariés, qui nous facilite donc, la croissance de notre activité. Donc des chiffres clés, donc durant l'année 2009, sur les 540 stagiaires, on a embauché donc 54 salariés, donc notamment 30 ingénieurs et 24 autres techniciens et maîtrisards. Et durant le semestre 1 de l'année 2010, donc sur les 350 stagiaires, déjà on a embauché donc sur les 400 stagiaires, déjà on a embauché donc 35 donc nouveaux employés, donc entre des ingénieurs, entre des techniciens et des maîtrisards. Donc ils présentent un taux de 14%. Merci. Pour votre intervention. Ce que je retiens, c'est que le stagiaire aujourd'hui chez Tunisiana est un vrai vecteur de développement, puisque vous recrutez quasiment un tiers de votre, plus du tiers de votre effectif actuel en tant que stagiaire. Donc c'est une ressource humaine que vous utilisez, vous employez pour accompagner donc, le développement tunisien, et surtout vous l'utilisez comme un vrai vecteur d'embauche, puisqu'il y a une bonne partie, 10-15%, je sais que c'est aussi, des stagiaires que vous gardez. J'ai entendu aussi plusieurs fois le mot de convention de partenariat avec des écoles qui sont concrets et que vous activez tous les ans, que vous renouvelez tous les ans pour avoir une masse de stagiaires. Ce qui est appréciable aussi, c'est la démarche structurée. On aurait aimé que toutes les entreprises aient aussi cette démarche structurée d'identification des stages, de sélection des stagiaires, mais surtout aussi de prise en compte du stagiaire. Parce qu'on sent dans votre propos que, vous l'avez dit vous-même, le stagiaire est considéré comme un embauché tunisien avec une rémunération, des lignes téléphoniques importantes pour l'associer comme client et des mesures de la performance. Donc, il rentre vraiment dans le monde de l'entreprise, il est suivi, il est noté et après, en fonction de ses résultats, il obtient plus ou moins de rémunération, il est aussi maintenu ou pas. Merci beaucoup encore une fois à tous les intervenants et merci infiniment d'avoir tenu les délais. Donc on a fait un peu moins d'une heure. Il nous reste une trentaine de minutes pour interagir avec la salle. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Les intervenants vont se faire un réel plaisir de vous répondre. Je souhaite démarrer par Zouheb qui a sollicité d'intervenir, qui est directeur de Carrière Pro. C'est un cabinet de chasse, de recrutement. L'idée, c'est qu'il nous complète aussi les interventions qu'on a eues sur l'aspect comment accompagner les ingénieurs, enfin ceux qui sortent des bancs d'école à intégrer une première expérience professionnelle et surtout comment faire aussi des vecteurs et des liens entre l'université et les entreprises. C'est Zohar. Bonjour à tous, je remercie tout le monde pour votre présence. Voilà, donc
monsieur a eu l'habilité de me présenter. Donc, Zoé Garabi, directeur général du cabinet Carrière Pro, recrutement chaise de tête. Je suis là parmi vous aujourd'hui pour un témoignage, tout simplement. Je vais essayer de vous ramener du terrain, ce qu'on constate tous les jours. Là, vous venez d'avoir des recommandations, mais surtout ce que les écoles et les entreprises font pour les jeunes diplômés. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler plus de l'étudiant, du jeune diplômé, du futur jeune diplômé, le jour où il a son diplôme en main. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Et là, je parle du terrain. Je palpe tous les jours le marché de l'emploi. Je palpe la qualité des candidats, la qualité des candidatures qui nous viennent. Il y a des offres d'emploi. Comment vous expliquer qu'on peine parfois à trouver la bonne personne, alors qu'on a une pile de CV. Donc j'aimerais bien apporter quelques conseils aux jeunes diplômés pour vraiment être proche de l'entreprise, proche de ses besoins et avoir pour nous, recruteurs, un vrai retour sur nos offres d'emploi, un retour en conséquence et où on trouve vraiment de la qualité. Et la qualité, c'est l'affaire du candidat. Vous voyez, les universités et les écoles tunisiennes, en l'occurrence l'école supérieure de commerce, fait le nécessaire pour se rapprocher, pour faire quelque chose de plus concret, de plus proche de l'entreprise. Les entreprises, en l'occurrence Téléperformance, s'associent à ces projets-là. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien voir des candidatures plus... arrêtons d'envoyer des... Je vais parler un peu cru, arrêtons d'envoyer un CV et une lettre de motivation. Déjà, on ne parle plus de lettre de motivation, on parle de projet professionnel. Qu'est-ce qu'un projet professionnel? Vous avez Internet, allez-y, cliquez, cherchez, Google et autres. Qu'est-ce qu'un projet professionnel? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai? Si j'ai pas d'expérience, avec quoi je suis sorti de mon université? Qu'est-ce que j'ai appris? Si j'ai une première expérience, qu'est-ce que j'ai appris? Où est-ce que je veux aller? Quelles sont mes ambitions? On aimerait bien que la personne nous parle avant déjà de la voir. On n'aimerait pas avoir juste un CV. J'ai une maîtrise. J'ai 26 ans.